Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans notre podcast Axe Open. Alors après avoir exploré des sujets qui étaient un peu plus orientés stratégie, notamment FinOps sur le dernier, là on va revenir à notre vrai amour, enfin surtout au vôtre, au développement. Aujourd'hui on va faire plaisir à Nathan particulièrement parce que il nous a fait un coup de cœur dans un précédent podcast sur Svelte. Il nous en a fait un petit peu des caisses. Je sentais que tu avais envie qu'on en parle. Alors voilà, aujourd'hui c'est le moment. Donc Svelte qui est un framework JavaScript et je vous laisserai revenir dessus. L'idée c'est d'expliquer un petit peu ce qu'est la techno, son histoire, ses perfs et d'échanger un petit peu les retours d'expérience qu'on a sur le sujet et de voir si Svelte est vraiment le framework qui va tout changer en JavaScript. Évidemment. On va essayer de répondre à cette question. Comme tous les autres qui sont sortis avant lui. Exactement. C'est ça. Alors, autour de la table, j'ai avec moi Philippe, Java Manegri, Arthur, le JavaScript Bonjour. lover. J'ai encore reçu un message sur LinkedIn d'un mec qui m'appelle Java Manegri. Ah, j'adore. Donc, C'est devenu ton nom officiel. mixed feelings sur cette idée. On a Nathan, monsieur prof du code, Hello. Enzo, le TypeScripter fou, Salut. et Louis, alias Loulou. Hello. Simple. Simple, efficace. Basique. Petite nouveauté, on va se tenter, alors on a eu plein d'idées là avec les vacances de Noël, tout ça, donc on va lancer un petit peu des nouvelles rubriques au hasard dans ce podcast, donc soyez pas surpris, on va faire quelques petits tests. Et aujourd'hui l'idée c'est qu'on lance une rubrique au cœur du podcast qui s'appellera défonceur. Ah ouais, tu veux dire le clash. Ok. Le nom peut-être pas. Pas contractuel. On verra, mais bon. Bref, le principe, c'est quoi ? C'est que là, je vais vous donner deux personnes au hasard autour de cette table qui vont devoir... Donc l'un va devoir défoncer une techno et l'autre va devoir la défendre. Ils auront 30 secondes pour le faire et ensuite, on va voter pour savoir qui a convaincu le plus autour de la table. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un tirage très aléatoire. Et donc, j'ai nommé Philippe défonceur et Nathan défenseur. Et Évidemment. vous allez parler tout à l'heure, à un moment tout opportun du podcast, de PHP. Parfait. C'est un Moi, je très suis bon sujet. défenseur. Toi, t'es défenseur et Nathan défenseur. Ça fait 20 ans qu'il attend ce moment. Le cadeau. C'est bon moment, on attend. T'as que 30 secondes, hein. C'est pas 30 minutes. Hein. À tout à l'heure. On va se faire des haineux là. Bah, pas moi. Alors, on démarre comme d'hab par poser les bases. On va poser les bases. Simple, basique. Philippe, je vais te laisser expliquer en quelques mots, c'est quoi Svelte ? Pourquoi ça tombe sur moi? C'est le podcast de Parce Nathan. que, écoute, c'est le podcast de Nathan, mais il va suffisamment parler après, donc histoire de varier un peu la parole, c'est toi qui démarres. Svelte, c'est un nouveau framework JavaScript qui est arrivé. Donc, je précise tout de suite que moi, je suis pas du tout fan. Donc, ça commence à dire que je pose. Ah non, c'est pas le moment. Non, c'est pas maintenant le c'est clash. pas le Autant pour moi. Non, Svelte, c'est un nouveau framework qui est arrivé, qui est pas facile à classifier par rapport aux autres frameworks parce que c'est vraiment une philosophie complètement différente. Et on en reviendra, je pense, beaucoup plus en détail. Mais c'est une nouvelle manière de créer des applications web qu'on peut mettre en concurrence avec des React, des Angular et des Vue, même si je l'explique vraiment, ces frameworks dont on parle, Angular, React, qu'on a l'habitude de parler, ont une architecture qui est à peu près similaire. Et là, sur Svelte, on est vraiment sur quelque chose de très très différent. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois beaucoup d'excitation et potentiellement Quelques réserves. quelques réserves. Et ça a pris surtout une grosse hype l'année dernière. Voilà. C'est vraiment bien fait connaître et du coup. Parce que le cycle de développement informatique, c'est tu fais un projet, ça C'est marche ça. pas très bien, il y a des bugs, et tu dis en fait le problème de fond, c'est parce qu'il faut changer de framework. Exactement. Et il y a toujours un gars qui sort un nouveau framework méga cool. Et on verra si c'est Svelte ou pas, d'ailleurs. Enzo, je vais te laisser nous faire un petit point historique, nous rappeler un peu comment c'est né et pourquoi. C'est le moment historique. Ouais, tout à fait. Et ben Svelte, ça a été créé par un mec qui s'appelle Rich Harris, qui travaille au New York Times, et ça a été créé en 2016. Donc, je reprends direct Philippe parce qu'il a dit, il a dit que c'était un framework, mais les créateurs de Svelte, ils définissent plutôt Svelte en tant que tel comme un compilateur, et le framework, c'est plutôt la partie SvelteKit. Donc, et voilà, c'est un ensemble. Je suis 100% d'accord avec Sylvie. Bien envoyé. Voilà, tout de suite, je Je te laisse pas faire. Non,
Ça marche. Nathan, je vais te laisser quand même, parce que c'est ton sujet chouchou. Pourquoi est-ce que Svelte, là, du coup, il y a une hype et pourquoi finalement c'est un framework un peu différent, peut-être, enfin, framework / compilateur, du coup, de ce qu'on a l'habitude de voir? Alors, c'est compliqué de définir pourquoi il pourrait y avoir une hype. Mais par contre, j'ai envie de dire, les points forts et les points qui font que actuellement on en parle pas mal, c'est surtout la partie performance. On arrive quand même sur un moment où les performances sont de plus en plus importantes. Bon, c'est pas forcément sur le front que c'est là où c'est le plus pertinent. Mais en fait, on se retrouve avec, comme le disait tout à l'heure Philippe, une philosophie un peu différente. Et ce que Enzo disait tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est que c'est plus un compilateur qu'un framework. Ça veut dire que son objectif, ça va être de modifier notre code pour qu'il puisse être facilement exécutable au niveau du navigateur. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir vraiment une bonne performance. C'est au niveau du compilateur qui va prendre notre code, l'adapter pour que ce soit facilement exécutable au niveau du navigateur. Et en fait, toute l'optimisation dont on parle avec Svelte va faire à ce moment-là. Et du coup, ça reste du JS qui est compilé. Oui, au niveau du navigateur qui est exécuté à la fin, c'est du JS. Okay. En fait, la grande différence, c'est que ça va être vraiment autoportant. C'est-à-dire qu'il va prendre notre code, le compiler, et on va avoir un exécutable de sortie, et il n'y aura pas besoin d'avoir, on va dire, un runtime, comme on peut appeler, pour exécuter ce code. C'est-à-dire que le navigateur va directement le comprendre, on n'a pas besoin d'avoir une partie Vue, une partie React ou Angular, qui va permettre de comprendre le code que Vue ou React et Angular ont généré. C'est vraiment, il te génère un fichier JS qu'il insère en script et il l'utilise, quoi. Exactement, il n'y a pas de système autour qui va appeler les fichiers, qui vont exécuter, qui va avoir tout un traitement autour. Une fois le code compilé, il est vraiment autoportant et du coup sans runtime, quoi. Est-ce qu'il y a de la place pour quelque chose comme ça face à... Parce qu'effectivement, on parlait d'Angular, React, Vue, qui sont hyper bien installés quand même sur le marché, notamment en entreprise. Est-ce qu'il y a de la place pour un Svelte et est-ce qu'il y a un intérêt à... Ouais, je pense qu'il faut essayer d'expliquer pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient jamais fait de Svelte dans leur vie ou tout ça, c'est dans un framework Angular, React, peu importe. En fait, le principe de base, c'est que vous avez ce qu'on appelle un DOM virtuel. C'est en gros, vous avez la représentation de la page HTML qui existe quelque part dans la mémoire en JavaScript. Et en fait, tous les jobs des frameworks JavaScript, c'est d'être capable de dire si je modifie une variable quelque part, quel endroit de la page je vais pouvoir mettre à jour. Et en gros, le principe de ces frameworks Angular et compagnie, c'est que vous avez un DOM virtuel, donc il y a la représentation virtuelle de ça. Et en gros, à chaque fois qu'il y a une variable qui est modifiée, en fait, il va essayer de faire un parcours d'arbre pour dire voilà tous les enfants de l'arbre que je dois mettre à jour. Et c'est comme ça qu'il met à jour la vue par rapport à ce que vous modifiez dans votre JavaScript. En gros, c'est ça. Et en fait, ce parcours d'arbre et ces différentes manières de binder l'arbre avec le DOM virtuel, c'est ça qui, par définition, ce qu'on va appeler le runtime, pour faire très simple, qui va consommer beaucoup de ressources parce qu'il va falloir maintenir en permanence cet arbre virtuel là-dessus. Parce que ce que cherche à faire un framework JavaScript, c'est être capable de binder des événements de votre page Angular à des JavaScript de manière le plus propre et carrée possible. Donc c'est ça que ça essaie de faire. Et on était bloqué dans cette idée-là d'Angular et de React depuis très longtemps, qui était une idée qui venait à la base des frameworks qu'on avait côté back-end, qui avaient déjà même cette même idée-là de créer des DOM virtuels. Et en fait, ce qui se passe avec Vue, et ce qui est fondamentalement différent, c'est que du coup, il va pas créer ce DOM virtuel. Et pour éviter... tu veux dire. Ouais. De Svelte, pardon. Et pour éviter de créer ce DOM virtuel, en fait, il va créer des espèces le plus simple de dépendance entre les variables. Je vais peut-être utiliser ce terme pour que ce soit plus simple. C'est qu'en gros, au lieu d'avoir un DOM virtuel, il fait dépendre des variables des uns des autres. Et quand vous modifiez une variable, il peut directement accéder aux différentes variables qui ont été modifiées et donc mettre à jour. Donc en gros, c'est la manière de conceptuelle qui est complètement différente et qui du coup, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin d'avoir de runtime parce que c'est directement fait au niveau de JavaScript avec différents signaux et on en parlera peut-être plus en détail. Et c'est ça qui est vraiment différent. Et si vous regardez un code Svelte pour la première fois, vous ne pouvez pas comprendre comment il maintient son state si vous n'avez pas compris ce truc de base. Mais il y a pour le coup, il y a un vrai besoin par rapport à ça, vraiment de changer de philosophie ou est-ce que alors pour le coup c'est philosophique. Moi j'estime qu'il n'y avait pas de problème de performance sur la partie front. Je sais que je vais me faire défoncer dessus, mais dans 99% des applications il n'y a pas de problème de partie sur la partie front de perf. Et du coup on était plutôt dans une approche de dire il faut réussir à faire un truc qui soit lisible et maintenable. Et je laisserai la main à Nathan. Moi je trouve que l'approche Svelte rend le code effectivement plus performant. Je suis pas tout à fait sûr qu'on y gagne en lisibilité, en maintenabilité. Après, si je peux juste rebondir, tous les frameworks, en tout cas Angular et React, prennent aussi cette tangente de on veut des frameworks plus performants. Parce que, par exemple, Angular veut sortir de Zone.js, qui faisait que c'était vraiment une usine à gaz, et React a créé un compilateur qui vont sortir normalement prochainement, qui leur permet de pré-optimiser tout votre code en toujours du React, mais du React optimisé par le compilateur. Et donc je pense que tous les frameworks veulent prendre cette tangente, et donc Svelte a peut-être un peu été en amont de ça, même si il n'est pas tout à fait prêt pour la production.
Donc à voir la course, comment ça va se passer. Après, je pense que c'est surtout des arguments qui sont très marketing. Je me mets à la place d'une entreprise qui va choisir son framework. Quand tu vois tous les benchmarks, en fait, le nom qui est en haut, il donne un peu plus envie, même si c'est pas forcément utile. Et je pense que ce virage-là, il est surtout pris vraiment d'un point de vue marketing pour garder en popularité, mais pas tant en termes de c'est vraiment à 100% utile. Pour le coup, je suis d'accord que en général, si on a des problèmes de performance côté front, c'est rarement le framework le problème, c'est plus son utilisation. Donc c'est sûr que c'est pas un vrai besoin. Et par contre, pour ce qui est de la lisibilité du code, je suis un peu mitigé parce que c'est un peu comme tous les frameworks. Je trouve quand on démarre un nouveau framework, ça nous paraît pas intuitif, c'est toujours bizarre, on n'aurait pas fait comme ça, il nous faut un peu un temps d'adaptation. En fait, une fois qu'on a l'habitude, c'est plus du tout surprenant, je trouve. Et cette partie-là, je la trouve pas moins lisible d'un framework qu'à un autre. Je pense qu'on a plus l'habitude d'utiliser un framework qu'un autre et du coup ça nous paraît moins intuitif. Mais je pense pas que c'est moins lisible ni même plus lisible pour ce framework. Parce que c'est plutôt du coup une question vraiment d'habitude, d'apprentissage et oui. Autre chose. Et je pense que la dernière version qu'ils ont rajoutée où les syntaxes sont beaucoup plus claires en lien avec ce qu'ils font derrière au niveau du compilateur. Parce que je trouvais vraiment que les versions d'avant ça faisait un peu magie. On codait, ça marchait et c'était des fois à la limite surprenant que ça fonctionne. Là, je trouve que c'est beaucoup plus structuré et en fait, il y a moins de surprises et je trouve que plus tu maîtrises et plus tu comprends ce qui va se passer derrière quand tu codes ton composant et plus c'est avantageux parce que tu fais moins de bêtises. Donc, ils font beaucoup de breaking change du coup comme tous les frameworks JS. Ouais. Là, ils en sont encore à la création. Là, on en est à la version 5. Oui, parce qu'ils ont enfin trouvé la version 5 comment écrire correctement la syntaxe. Du coup, c'est pas rétrocompatible avec celle d'avant. Ouais. Enfin, la syntaxe n'est pas rétrocompatible, mais c'est pas grave, ça on s'en fiche parce qu'on peut toujours redévelopper. Toujours tout réécrire. Moi, j'en avais entendu parler du coup l'année dernière. C'était surtout donc il y a la partie perf que tu as mentionné, il y a aussi la partie animation qui avait une grosse place et des gens qui s'en étaient servis et étaient vraiment en mode c'est incroyable de pouvoir faire des animations aussi facilement. T'en penses quoi de ce truc-là? En fait, je suis d'accord là-dessus. Bon, c'est pas entre guillemets mon cœur de métier, quoi. Là, dans mes applications, je fais pas énormément d'animation et c'est pas ça qui fait que j'en fais beaucoup au quotidien. Mais c'est sûr que le rapport à l'animation au niveau de Svelte, tu sens que c'est là depuis le début et que ça a été un peu créé pour ça. C'est vraiment très facile de récupérer des animations très courantes, de les appliquer à des composants, que tout se fasse un peu de manière simple et automatique. Et c'est sûr que là-dessus, c'est un point positif, mais c'est pas ce qui fait que j'ai envie de recommander le framework pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi comme gros projet qui utilise concrètement Svelte? Moi, j'ai pas de nom. C'est le bon. Ok. C'est assez récent, ça reste 2016. J'imagine que c'était pas la première version. C'est quoi? C'est le début de la création ou c'est la première version utilisable par les utilisateurs J'ai pas été lire toute leur histoire. Nous, on a un projet en prod qu'on a développé pour nous qui est basé sur Svelte. Malheureusement, on est parti sur le 4. Et du coup, il faut tout réécrire. Il faut tout réécrire pour le 5. Mais c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Est-ce qu'on pourrait démarrer un projet client sur du Svelte demain Je pense que c'est prod ready ou pas? Mais c'est la vraie question. Ça dépend de ce que tu appelles prod ready. Est-ce que c'est maintenable dans le temps? Est-ce que ça c'est pas ce que les gens appellent prod ready. La prod ready, c'est est-ce que c'est stable, il n'y a pas de bug. Honnêtement, c'est stable, il n'y a pas de bug. Okay. Tu peux faire un front avec, tu seras jamais limité. Après, le vrai sujet, c'est tu sais pas si dans la version 6, 7, 8, ils vont pas changer de paradigme ou changer de manière de faire. Ok, donc c'est peut-être encore un peu trop jeune. Tu penses? En fait, c'est difficile de définir la limite. Pour le coup, là-dessus, je vous rejoins sur le fait que c'est compliqué de se dire je vais partir en prod avec Svelte sur un projet et se dire que le projet il va vivre pendant 10 ans. Parce qu'en termes de coût de maintenance, ça risque d'être très élevé. Et je pense que le plus gros problème de Svelte, c'est qu'il arrivait un peu après et que toute la maturité du framework ou du compilateur, je sais pas, il me fait apprendre pareil, arrive au fur et à mesure. Je pense qu'on a plein d'exemples dans les frameworks JavaScript de grosses montées de version qui a été problématique. Je pense notamment à Vue 2 et Vue 3. AngularJS, Angular 2. Où globalement, avec le temps, ils se sont rendus compte que ça allait pas, qu'il fallait faire des modifications. Et je pense qu'on en est encore dans cette phase-là avec Svelte, où ils se cherchent un peu et ils ont encore ils sont pas stables encore actuellement sur leur syntaxe, sur une vision claire de ce qu'ils vont faire dans le temps. Je pense que parmi les frameworks, celui qui est le plus enclin à avoir cette posture-là, c'est Angular, où ça devient vraiment de plus en plus structuré, où tout est un peu rétrocompatible. Il y a eu une longue période où les montées de version Angular étaient très, très compliquées et très embêtantes. Là, je pense que ça fait peut-être 5-6 versions où les montées de version se font tout seuls. Et on se retrouve vraiment avec, du coup, pour revenir sur Svelte, avec un framework qui est encore jeune, ça a 5 ans, mais qui, je pense, se cherche encore un peu et c'est compliqué de se dire que
J'ai dit 5 ans. T'as dit 5 ans, c'est beaucoup plus. Mais... Ah oui, pour moi, on est encore en 2020. Là, ouais. j'ai vu la tête d'Arthur, je me dis, j'ai dit une bêtise. On est tous bloqués en 2021 ou 2020. Mais globalement, non, pour un client, j'aurais du mal à le recommander, et surtout pour un projet long terme. De se dire que si on va vouloir garder les dernières versions et être à jour, surtout pour la partie sécurité, même si on oublie la partie fonctionnalité, je pense que si on va avoir un support de sécurité là-dessus, on va être un peu embêté. Parce qu'il évolue très vite. T'as des versions majeures tous les 6 mois. Je pense pas, je suis pas sûr qu'ils aient une roadmap définie à ce niveau-là, mais ça bouge assez vite. Ouais. Ok. T'as une grosse commu pour l'instant derrière? Grosse, je sais pas. En fait, moi, je suis pas beaucoup sur les forums, mais en tout cas, les ressources dont j'avais besoin, j'ai toujours trouvé. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Et surtout, leur documentation, je trouve, est assez bien faite. On retrouve bien tous les concepts assez simples. Et en fait, on a quand même, malgré tout, une syntaxe qui est assez proche du JavaScript ou du TypeScript en fonction de ce qu'on va utiliser. Je pense qu'on est beaucoup plus proche du JavaScript qu'un Angular ou un React. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a moins de concepts entre Svelte et le JavaScript qu'entre les autres frameworks et le JavaScript. Même si c'est pas un framework. Je l'entends. J'ai envie de dire, le gros point qui change, ça va être la syntaxe côté, entre guillemets, HTML, avec tous les... Je sais pas comment appeler ça, mais le templating de rajouter des if au niveau du HTML, les for each, etc. C'est des syntaxes, les directives, c'est des syntaxes qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est comme tout framework, une fois qu'on a l'habitude. Un peu ce qu'Angular a ajouté dans ses dernières versions, finalement. Exactement, et enfin, pour reprendre, par exemple, pour du Vue, les VIF, les VL, maintenant ça choque personne, mais en fait, au début, c'était gênant. Bon, avant de rentrer dans ce détail, moi je m'ennuie, alors je vais prendre la rubrique défenseur. Ah ouais. Allez, un peu d'animation. On fera un jingle peut-être plus tard, hein, peut-être pas sur celui-là. C'est un argument, c'est... J'allais dire, je rappelle juste les règles. Vous êtes deux, il y a Philippe qui doit défoncer PHP et Nathan qui doit le défendre. Je vais lancer un petit chrono, vous avez 30 secondes, et ensuite on vote. Je suis pas prêt, Nathan. Ton côté est quand même plus simple que le mien. Normalement, c'est le défenseur. Non, tu vois, en réfléchissant, j'avais plus de mal à trouver des... C'est le défenseur qui commence, non? C'est le défenseur qui commence. Allez, défenseur, tu commences. C'est toi qui dois... Ouais. Top Philippe, c'est parti. Tu me dis quand ça démarre. Vas-y, tu peux partir. Que dire sur PHP? PHP, c'est un peu, tu vois, comme ta première copine, c'est un peu une erreur de jeunesse. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec PHP, j'ai trouvé ça bien, et au bout de 10 secondes, je me suis aperçu que c'était complètement pourri. Ce qui est fondamentalement pourri sur PHP, c'est que dès que tu lances ton IDE, tu vois, tu prends un projet Lambda, tu lances ton IDE, tu essaies de savoir ce qu'on retourne d'une méthode, t'es toujours pas capable de trouver, quoi. On est en 2024. Non, en 2025. On est en 2025 et t'es toujours pas capable de trouver ce que retourne d'une méthode, et même ton IDE qui consomme 12 Go de RAM, il est pas capable de savoir ce que tu vas retourner. Je vais devoir laisser 30 secondes supplémentaires si on veut que Nathan réponde. Non, mais 30 secondes chacun, ça Non, c'est bon, moi, c'est bien, vas-y. Ouais. Bah, je suis content de voir ton argumentaire, Philippe, que tu n'es resté qu'en 2016. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Arthur, c'était très long. Et tu parlais de première copine, mais c'est celle qui t'apporte toute l'expérience pour l'avenir. Du coup, un projet PHP pour démarrer, c'est, je pense, très important. On se retrouve avec du coup un outil qui permet de faire du front et du back à un seul endroit, ce qui peut être très pratique pour des projets. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ok, très bien. Non, mais si, dernier petit truc, c'est que tous les critiques que tu as annoncés sont plus à jour avec les dernières versions. Non, Les dernières versions, elles rajoutent du typage. C'est pas toi. C'est vrai, je me Tu es resté dans des problèmes comment dire, de l'ancien temps. Et tu t'es pas mis à jour sur la dernière version de PHP, ce qui est un peu dommage avant de le critiquer. Eh ben, on peut le battle ici. Alors, autour de la table, si on vote, qui vote pour Philippe? Ah, je me suis fait défoncer. Défilé, là. Ah ouais. La première copine, elle est retournée contre toi. Ouais, je me suis fait défoncer. Allez, Nathan, grand gagnant, bravo. Après, pour la défense de Philippe, c'est beaucoup plus simple de passer après. Ah ouais, c'est Oui, parce que du coup, tu fais des contre-arguments. Voilà. Ouais, c'est sûr. Bon, Dans l'autre sens, ça serait Mais la première copine sur le défenseur était vraiment bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Bon, on repart dans notre sujet. C'est vrai. C'est reparti. On se remet dans Svelte. Ça y est, on a ruiné le moral de Philippe pour la fin du podcast. Si on rentre un petit peu dans le détail pratico-pratique, vous avez commencé à énoncer un petit peu des modèles de fonctionnement de Svelte et effectivement le fait qu'il avait notamment une philosophie très différente des Angular, des Vue. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail sur quand on arrive sur du Svelte, par où est-ce qu'il faut commencer, les principes clés à comprendre pour qu'on se mette dedans? Ce qui est globalement important, c'est de comprendre, je pense surtout framework, que ce soit Svelte ou les autres, c'est le cycle de vie des composants.
Quand est-ce qu'ils se créent, quand est-ce qu'ils sont modifiés, quand est-ce qu'ils sont détruits, à quel moment on doit faire quoi. Et le deuxième partie pour moi, c'est quand est-ce que les actions qu'on va faire vont avoir un impact sur la partie HTML et navigateur. Une fois qu'on a connaissance de toutes ces questions, de toutes ces informations, on va pouvoir bien l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à mettre du code à des endroits qui va être exécuté beaucoup trop souvent. On va pas rafraîchir trop souvent l'HTML alors qu'on n'a pas besoin. Je pense que c'est toutes ces erreurs-là qui peuvent être embêtantes lorsqu'on découvre un framework qui font que on va mal l'utiliser. Et une fois qu'on a toutes ces informations, que on peut utiliser les on-mount, je crois que c'est les on-destroy sur Svelte. J'ai un peu de mal avec tous ces noms parce que tous les frameworks ont un peu sa variante. Ouais, ils ont tous des mots-clés, mais. Ça fait la même chose, mais c'est pas le même parce qu'ils sont un peu différents quand même. Mais en fait, une fois qu'on a connaissance, je pense, du cycle de vie et qu'est-ce qui va permettre de rafraîchir l'HTML, déjà on a une bonne base. Et après, avoir connaissance de tout ce qui est syntaxe de templating, etc. Mais globalement, on n'en a pas non plus 15 000 syntaxes. Je pense que ça s'apprend assez vite. Après, le temps que ça devienne intuitif et automatique, ça prend un peu plus de temps. Tu peux démarrer, genre t'es un nouveau dev, t'as codé un peu de JS mais pas appris de framework. Tu peux démarrer sur du Svelte direct ou pas? Pour moi, oui. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Quand je dis c'est pas forcément une bonne idée, c'est plus sur le fait que, en termes de carrière, je pense que les standards et les bases sont plus importantes à apprendre. Je ne conseillerais pas à un junior de partir sur Svelte parce que c'est pas sûr déjà que ce soit le futur et je pense que vraiment bien comprendre les Angular, React, c'est beaucoup plus important. Mais en soi, en termes de compétences pures, il n'y a aucun souci pour réussir à justement appréhender Svelte. Ouais, t'as pas une marge d'entrée qui est... Est-ce que si tu... On va dire, tu vois. Est-ce que si tu fais mal les choses, tu le vois tout de suite, ou est-ce qu'il y a un petit peu ce moment comme des fois dans React où tu fais mal les choses mais ça marche et du coup tu t'en rends pas vraiment compte et ça va peut-être te porter préjudice plus tard? Est-ce que tu as un peu ce sentiment? Je pense que tu l'as aussi sur Svelte. Je pense qu'en fait tu l'as un peu dans tous les frameworks où tant que t'as pas de rendu visuel problématique, c'est compliqué à détecter. Okay. Et c'est pour ça que vraiment les connaissances des bases, que ce soit sur la partie JS ou framework, c'est toujours très important. Okay. Moi je serais pas tout à fait d'avis de ça. Je trouve que c'est quand même des technos qui sont très compliqués à comprendre. Pour le coup. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, ne serait-ce qu'en gros, tu crées des proxys sur des variables, tu crées des trucs qui sont déférés, qui vont se calculer quand l'autre sera calculé. Ouais. Je pense que c'est des concepts qui sont vraiment pas simples pour un développeur junior. Mais en fait, pour moi, tu le retrouves dans tous les frameworks. Oui. C'est pour ça qu'en fait... c'est pas des concepts qui sont simples. Enfin, tu vois, je pense que... Pour le front, c'est normal, mais pour débuter, c'est sûr. Pour le front, c'est... Ok, c'est... Mais moi, je trouve ça pas du tout évident pour un développeur lambda, et je pense que tu fais un test sur... Et d'ailleurs, Arthur, tu avais fait un test sur tout ce qui était async et compagnie en JavaScript, et en fait, les gens, ils comprennent rien. Non, c'est pas du tout clair pour eux. Et du coup, je pense que, autant dans un framework type Angular, tu vois, par exemple, tu vas pas trop pouvoir faire n'importe quoi parce que le framework, il t'empêchera de faire des choses. Ouais. Autant, je pense que, tu vois, quand tu vois Svelte, dès que tu codes avec, tu peux faire n'importe quoi. En tout cas, tu peux faire... T'es moins guidé, et donc, du coup, si tu comprends pas la base fondamentale de ce que ça fait, je pense que tu peux vraiment faire n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu fais mal les choses, ça fait n'importe quoi, mais je pense que dans tous les frameworks, tu as ce problème. Angular, ça marchera toujours. Mais sur Svelte, ça va marcher aussi. En fait, sur Angular, tu vois, le nombre de fois où tu trouves sur des posts des gens qui disent qu'il faut implémenter la méthode onChanges, alors que c'est vraiment un trou de perf incroyable. Oui, mais je suis d'accord, mais je veux dire, c'est sûr. Moi je prends l'exemple de React, mais React, il y a des moments où ça va juste pas mettre à jour l'affichage parce que t'as pas utilisé un state, par exemple. Ouais. Angular, t'as jamais eu ce problème tu fais 10 ans d'Angular, t'auras jamais ce problème. Par exemple, je pense que tu fais un test, tu prends 20 développeurs lambda, tu leur dis expliquez-moi ce que c'est que le state en React, je pense que tu as 20 réponses différentes. Oui. Tu vois. Et moi j'ai vraiment peur qu'avec Svelte tu retrouves le même problème, c'est-à-dire en gros chacun interprète un peu le truc. Enfin, tout ça pour dire que ce que je voulais dire à la base, c'est que je pense que c'est vraiment une techno, si vous voulez vous lancer, faites pas comme d'habitude en téléchargeant un tuto et en le récupérant, allez regarder ce qui est écrit sur les pages de Svelte sur le concept même des choses, parce qu'il y a des concepts qui sont vraiment différents et qui sont pas, je trouve, si simples à comprendre et à appréhender. Mais du coup, est-ce qu'un bon développeur Vue ou React qui gère bien ses states et qui comprend bien toutes ces notions, du coup, aura des facilités à aller sur du Svelte qui reprend un petit peu ces principes-là? Globalement, à partir du moment où tu es un peu expérimenté sur du front et que tu as ces concepts, tu peux facilement switcher de framework. Soit Svelte ou un autre, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Peut-être que ce sera peut-être un peu plus long pour du Svelte parce qu'en effet, comme disait Philippe, la philosophie est différente. Mais en soi, pour moi, il n'y a pas de souci. Ok. T'as quoi comme outil qui tourne autour de Svelte parce que j'ai vu notamment des choses Svelte Kit, les choses comme ça. Si tu peux c'est pour Enzo, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, Enzo. Ouais, en fait, effectivement, tu as Svelte Kit qui est la partie framework.
Donc ce que ça va ajouter, c'est pas mal de fonctionnalités structurantes. Un routing, par exemple. Ouais, par exemple du routing, de la gestion des erreurs, tout ça. Et il y a aussi pas mal de notions de gestion du rendu hybride et tout ça, mais c'est un peu plus avancé. Donc ça te fournit déjà une sorte une encapsulation de Svelte qui est assez sympa. Tu pourrais faire du Svelte sans SvelteKit ou pas? Alors Ouais. tu peux Mais complètement, et c'est juste que tu vas pas avoir à ta disposition tous les outils traditionnels des frameworks, mais tu vas plus avoir quelque chose qui ressemble à probablement un Vue ou tu vois un truc un peu plus libre. Peut-être pour faire un parallèle, Svelte, SvelteKit et ce qui est pour Svelte Next.js pour React. D'accord. Ouais, ok. Ouais. Globalement, on peut faire un projet C'est React ça. sans Next.js, Oui. mais si on veut toute une couche framework, on Ouais. rajoute Next.js. Ok. Bah, c'est pareil avec Svelte et SvelteKit. Ok. Et il y en a d'autres, du coup, qui sont disponibles Pour Svelte, pour Svelte, ouais. pour moi, j'en connais pas d'autres. Pour l'instant, En ouais, tout cas, c'est le plus connu et il va être pour moi maintenu par les créateurs de Svelte. C'est un vrai, c'est vraiment officiel. officiel, C'est ouais. C'est pas des fois une commu sur le côté. Non, voilà. Et tu vois que dans la philosophie, c'est prévu que c'est vraiment anticiper que SvelteKit, c'est l'outil à utiliser si tu veux vraiment pousser le truc plus loin. Donc l'avantage, c'est que j'imagine que s'ils font des gros breaking change sur Svelte, du coup SvelteKit va suivre directement dans la foulée, alors que des fois on se retrouve avec des packages qui ont deux versions de Il y a retard. juste à tout réécrire, mais c'est Oui, non mais on n'a rien à... plus grave. C'est pas très grave. L'IA va le faire à ta place. Exactement. Tu prends un Claude et puis... Le clash est fini. aussi. Non mais j'ai toujours pas digéré que je me fais défoncer. Alors, je voulais juste savoir, vous avez déjà monté des projets donc d'applications avec Svelte. Nathan, Wenzo, si vous pouvez juste raconter un peu ce que vous avez fait avec et peut-être le retour d'expérience, les difficultés que vous avez potentiellement eues. Ouais, bah moi j'ai déjà fait un projet perso et en Svelte, donc je crois qu'on était en 3 Ah oui. du coup. Et tout réécrire en deux. Moi, c'est une autre techno parce que C'est pas maintenant du il a tout. donc Donc, du du coup- Svelte 4. Du coup, je Ah, suis ouais. pas forcément hyper à jour, mais ouais, l'expérience que j'ai eue, c'est à peu près ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même pas mal de choses en commun avec ce qu'on fait dans les autres frameworks, mais il y a quand même un temps d'adaptation où on aimerait bien faire les trucs comme on a l'habitude et en fait, c'est pas toujours possible. Mais par contre, pas trop de soucis. Déjà à l'époque, pour trouver par exemple une librairie de composants, on avait déjà de la documentation très fournie sur comment faire tout correctement. Donc c'était une expérience plutôt agréable et ça marchait relativement bien, j'ai pas eu de soucis. Donc aujourd'hui, je sais pas si toi tu as fait un projet, Nathan. J'avais même fait avec, plusieurs. Oh là 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 les là. versions plus récentes. Moi, c'est ma technologie de référence dès que je fais du front. Non, T'as j'ai- pas lu son post? T'as pas liké? Ah, je suis démasqué. j'ai testé un peu du coup SvelteKit. J'ai fait des montées de version de 4 à 5. Du coup, c'est des petits projets. Du coup, c'est pas représentatif pour la partie, production ou projet pour des clients. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était que les autres frameworks, souvent, on se cloisonne un peu en se disant, bah ça, c'est pas possible, ça marche pas parce que à tel endroit, il est pas capable d'évaluer le state ou ce genre de choses. Et en fait, avec Svelte, j'avais pu le faire. Et il y a des trucs que je m'étais dit, bah jamais ça va marcher. Et j'ai fait les clean code et ça marchait. Et j'étais assez surpris. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même vraiment sympa Svelte. Mais j'ai eu un peu le même sentiment avec React, moi. Où en fait, c'est aussi par rapport à Angular, c'est très proche du JavaScript. Et du coup, des fois, tu peux faire des choses que le JavaScript ne te permet pas. Parce qu'en fait, JavaScript, des fois, il a besoin d'un provider pour le passer à un enfant. Et en fait, React, tu lui passes juste la fonction et ça marche. Et tu sais, c'est ce côté où tu es en mode, ça va jamais marcher. Et en fait, ça marche et tu es en mode, putain, c'est trop bien. Mais est-ce que ça devrait marcher? Oui, parce que dans la logique de Mais est-ce qu'on a JavaScript, envie que ça ça devrait marcher. Bon, ça, c'est un autre problème, mais Je pense qu'il y a des cas, je suis d'accord, on n'a pas envie que ça marche. Mais c'est logique. je trouve que c'est mieux que ce soit logique. la capacité d'exporter une logique générique dans des composants à côté, c'est-à-dire qu'on va avoir un composant d'affichage qui va afficher une modale par exemple, et de facilement pouvoir exporter toute la logique liée à la modale dans un autre fichier TypeScript ou Svelte, et que en fait la partie synchro avec l'HTML fonctionne même si on a tout exporté ailleurs et que ça suit le cycle de vie du composant depuis la fonction extérieure. En fait, tout ça marchait nickel, j'avais pas de soucis et j'étais vraiment assez impressionné de la simplicité d'externaliser une logique qui était même assez proche de celle du composant. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est du SSR.
ou c'est du client Comme tu as envie. C'est vrai, je fais ce que je veux. Tu choisis. Je peux même faire du généré. Ouais, tu peux faire du statique, SSG. etc. Ok, Tu peux ok. tout faire justement avec SvelteKit. Tu as la notion d'adapteur. Je pense que tu retrouves un peu dans tous les frameworks type Next.js. Ça marche toujours à moitié. Mais pas ici, Philippe. Et justement, tu choisis un peu l'adapteur que tu veux, soit pour du SSG, soit du SPA, etc. Ok. Philippe, tu disais tout à l'heure que toi, tu avais des grosses questions concernant le long terme et la maintenabilité. Pourquoi ? Alors moi, j'ai pas de question sur le fait que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit production ready au sens ça va marcher, mais c'est juste qu'on est à la version 5, ils ont changé toute la syntaxe par rapport aux versions d'avant, ils étaient quasiment tout obligés de réécrire, même s'ils vont te dire que c'est pas beaucoup. Que en fait, ils en ont rien à faire de faire des breaking change et que comme toutes ces technos-là, elles ont envie d'avancer et faire leur petit délire. Et dans le monde de l'entreprise, comme le disait Nathan, si tu pars dans une version et que 6 mois après, tu vas voir ton client et tu dis en fait, on a bien réfléchi, on va changer la syntaxe, mais c'est vachement plus cool. Voilà. Faut un peu tout refaire. Donc, et c'est un peu le problème des hypes sur Internet, c'est que les hypes, elles sont souvent portées par des gens qui sont, je vais me faire défoncer, par des gens qui sont des petits couillards dans leur coin, qui font des petites applications et qui n'ont pas de background, qui n'ont pas besoin de gérer la rétrocompatibilité sur le long terme. Donc en fait, c'est pour ça que tu as des technos qui émergent très rapidement sur Internet. Mais de là à faire partir des gros projets dessus, c'est pas gagné. Je pense qu'ils n'ont pas la philosophie de se dire c'est des gros projets qui vont s'en servir, c'est plus on va avoir plein de petits projets et du coup on va pouvoir s'en servir pour faire évoluer la communauté et qu'il faut attendre quand même pas mal d'années avant de pouvoir l'utiliser sur un gros projet et que ce soit maintenable dans le temps plus facilement, je pense. Non, mais de toute façon, c'est vrai pour beaucoup de frameworks. Oui, tant qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire des breaking change tous les 4 matins, on n'ira pas très loin dans ces technos-là, quoi. Ou alors, il faut le prendre comme du front, une techno jetable, et te dis dans 5 ans, je recommence. Ouais, c'est ça. Du coup, concrètement, vous le conseillez pour quel type... Enfin, si jamais il y a vraiment des gens qui ont envie de partir là-dessus, vous le conseillez sur quel projet et avec quel prisme est-ce qu'il faut le prendre de partir sur un Svelte ? Je fais Marocco, puis après les autres feront leur. Moi, je le conseillerais bien sur... Déjà, en termes d'architecture, je trouve ça très intéressant. Donc, je trouve que c'est pas inintéressant de se mettre dessus si on veut comprendre les signaux, ce genre de choses, comment ça fonctionne. Ça, je trouve ça très intéressant. Et par contre, après, je le recommanderais pas pour... donc, je le recommande pour tous les petits projets. Ou alors, si vous voulez rajouter un peu de dynamisme sur un site web statique et compagnie, ça peut avoir du sens. Par contre, je recommanderais pas de faire une application de gestion avec. Autour de la table ? Moi, je pense globalement la même chose, c'est petits projets perso, et vraiment pas hésiter à découvrir la techno, ça vaut le coup d'aller voir, et attendre pour les gros projets. Mais concrètement, Nathan. Le grand sourire de Nathan. Je te vois te regarder avec un petit sourire. Non, il a développé un super outil en interne qui s'appelle Cerberus. Et en fait, je viens de découvrir ce matin qu'il va falloir qu'on le réécrive complètement pour passer en 5. C'est pour ça que t'es de bonne humeur. Non, on va devoir le réécrire 2 fois. Une première fois pour le passer avec Svelte 5 et une deuxième fois pour le mettre avec SvelteKit. Pardon, mais on peut pas faire tout d'un coup. Si, mais tu sauras pas qu'est-ce qui pose problème. D'accord. On est bien parti. C'est ça le clash qu'on aurait dû faire, Camille. J'aurais gagné sur celui-là. J'aurais peut-être pas révélé tout. Bon en tout cas merci à tous pour vos avis sur Svelte et puis on se donne rendez-vous peut-être dans quelques mois / années pour voir un petit peu comment est-ce que ça tourne et si jamais il arrive à se faire une place parmi les Angular, Vue, React qu'on utilise beaucoup en entreprise. On va passer à la rubrique coup de cœur. Arthur, t'as quelque chose à nous partager aujourd'hui ? Ouais. J'ai découvert la semaine dernière, je crois, un outil qui s'appelle Mammouth.ai. Donc c'est un outil qui permet en fait c'est une plateforme, c'est français, donc Cocorico, et ça permet d'avoir accès à plusieurs modèles d'IA pour un seul abonnement sur une seule application. Et je trouve le plus gros avantage, c'est que déjà c'est moins cher que par exemple un abonnement de ChatGPT classique, c'est $10. Et en plus l'avantage c'est que ça vous permet du coup d'utiliser des modèles différents qui ont des utilisations différentes. Par exemple, je sais que nous, dans le développement, Claude est vraiment au-dessus de tous les autres. Donc on peut utiliser Claude pour des questions de code ou de technique, mais il y a peut-être d'autres modèles qui sont meilleurs. ChatGPT peut-être est meilleur en écriture, en syntaxe et tout. Et donc on peut changer de modèle quand on veut, on peut aussi les comparer. Ça m'arrive souvent de poser une question à Claude et de la poser à ChatGPT pour voir s'il me propose quelque chose de mieux ou l'inverse. Et donc ça permet tout ça sur un seul abonnement. Vous avez aussi pour faire de la génération d'images, même si c'est un peu limité parce que vu que c'est très cher, il limite à un nombre d'images par mois. Mais c'est vraiment un outil qui est très pratique et moi j'avais pas d'abonnement d'IA avant et je suis passé sur celui-là parce que c'est moins cher. Je trouvais que c'était $24 avec les taxes, je crois, ouais, ChatGPT. Ça faisait beaucoup. Cher. Donc là pour $12 avec les taxes, je trouve ça acceptable pour l'utilisation de journée.
J'avoue que j'ai été converti la semaine dernière après une présentation. Au bout de 10 C'est ça. minutes, j'avais déjà une de toute subscribe. façon, Louis, il achèterait n'importe quoi. Il faut tout tester de toute manière. C'est pas la référence. C'est pas la référence, toi, si. Mais Nathan était converti. Nathan aussi. était converti Alors, et là, ça c'est attention. dur. Mais moi, c'était circonstanciel. Eh ben, Arthur nous fait la présentation. Le soir même, je reçois un mail comme quoi ChatGPT n'a pas renouvelé mon abonnement parce que ma carte de bancaire a été expirée. Et du coup, je me dis, bon, allez, c'est Allez, l'occasion je de teste. souscrire ailleurs. Et alors, qu'est-ce que t'en penses au final? Bah, c'est comme je te disais, hein, vraiment, la partie interface, j'ai du mal, mais en soi, le concept est bon, mais je pense qu'ils n'ont pas pris assez de temps encore Ouais. pour Ouais. développer la partie interface. Et le deuxième point, c'est que du coup, il n'y a pas d'API qui est dispo avec Mammouth, donc si on veut Ouais. brancher des C'est vrai. applications perso ou ce genre de choses, en fait, ça marche pas. C'est vraiment Donc, juste pour du chat. Ouais, c'est vraiment. du Après, front. tu vois, l'abonnement de ChatGPT, c'était pareil au final. Il fallait que tu payes les tokens en bindes, plus. ouais, tu bindes ta carte dessus, mais Bah, ouais, du ouais. coup, tu payais les payes les tokens à tokens, côté, ouais, tu vois. complètement. C'était pas dans C'est vrai. l'abonnement. Après, c'est encore assez récent, quand même. Oui, c'est tout récent. Ils ont vraiment Ils pas. ont peut-être, Oui, je sais pas si ça évolue assez vite, mais oui, ils ont rajouté par exemple DeepSeek, qui est le nouveau modèle chinois, qui a fait pas mal de buzz il y a quelques semaines, enfin même quelques jours. Ouais. Et donc ils l'ont rajouté très très rapidement. Donc ouais, je pense que ça attend évoluer assez vite. Voilà. Moi, j'ai juste une demande, c'est faites des applications natives, s'il vous plaît. Bon, Pas de PW. là. Bon, vu Même vu fait la en- simplicité de en l'application, on fait en fait. Même si, enfin, si c'était sur Svelte, peut-être. On aurait des belles animations comme ça. Bon, merci à tous pour toutes les infos, d'avoir un peu... Il n'y a pas de Google. Ah T'en as bah... un T'as un Personne, Google personne n'en avait proposé, donc... T'auras on a perdu ton switché, clash, mais- peut-être. Ouais, j'ai perdu mon clash. Mais t'as un coup de gueule, Philippe, parce que toi, t'en as toujours sous la chaussure. Ouais, mais- moi, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est pour faire le lien avec ce que disait Arthur. Je trouve intéressant de dire que Claude c'est plus efficace que ChatGPT pour la partie code. Et c'est vrai que moi je trouve que ChatGPT, même dans les dernières versions, oui. il est de plus en plus nul dans la compréhension des enjeux informatiques. Enfin, je sais pas si c'est mon avis personnel, mais à chaque fois que je lui ai soumis une question informatique de code, il m'a répondu. Je trouve qu'il est trop syntaxique. Ouais. Tu vois, par exemple, Claude, il est très verbeux, même des fois un peu trop. C'est-à-dire que tu lui poses une question à la con, en fait, il va te faire 5 variantes différentes, il va t'expliquer chaque variante, pourquoi, il va te mettre des exemples de code. Alors que ChatGPT, tu lui poses une question, il est très pragmatique, il te répond à ta question, il fait pas de généralité ou Oui. quoi. Et du coup, ça fait que pour nous, je pense que c'est un peu moins utile parce qu'on aime bien, nous, avoir une vue un peu globale. Non, mais tu vois, je te prends l'exemple, que j'avais hier. J'avais un paquet JSON dans lequel il n'y avait pas de version de Node. Et du coup, je devais trouver la version de Node sur un vieux projet. Je lui ai lancé le paquet JSON à ChatGPT et il m'a répondu un truc avec autorité qui était complètement fou, quoi. Oui, ça, c'est, Donc, il répond souvent, il est très sûr de lui. Ouais, c'est vrai que dans ses réponses, il est très sûr de lui, Oui. et en fait, c'est souvent, ça tape complètement à côté. Bon, blague à Non, part. mais j'utilise plus vraiment ChatGPT, j'utilise Ouais. souvent Claude, moi, maintenant. Ah, le monde des petites IA génératives. Petite maintenant, ouais. On pourrait en On faire un avance. clash. Super. Bon, merci en tout cas pour vos avis sur toutes ces questions. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous nous direz si jamais vous avez bien aimé la petite nouvelle rubrique. Non, mais je la referai. On la coupe. En fait, mais le problème, c'est qu'on n'est pas préparé, quoi. Donc, Bah vrai que oui. c'est dur, hein. Mais il faut C'est savoir dur. qu'on ne Ouais. connaît pas le thème avant Non. et les personnes avant. Donc, Désigné, ouais. Tout est surprise. c'est ça. Ouais, mais c'est ce qui donne le goût du direct, quoi. c'est ça. Bon, merci à tous et à bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode. Je sais pas si ce sera technique ou pas le prochain. Mais bref, on se redit. Merci. Des bisous. bye. Ciao. Au revoir. Salut.